Bonjour, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Emmanuel Chastelière. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes écrivain et auteur de la série de science-fiction Célestopol. Alors, Célestopol, de quoi ça parle? Alors Sélestopol, et notamment Sélestopol 1922, c'est un recueil de nouvelles, en fait, construit comme un fil rouge, c'est-à-dire que les récits les personnages qu'on retrouve dans une nouvelle s'entrecroisent avec d'autres, etc. Donc en fait, ça se lit un peu comme un roman. Certains personnages principaux deviennent des personnages secondaires d'une autre histoire. Et dans le cadre de 1922, toutes les histoires se déroulent la même année, en 1922, donc, à Sélestopol, qui est une cité bâtie sur la Lune, donc dans un univers uchronique. Alors, j'ai pu voir que vous avez eu cette idée de construire une cité spatiale de l'Empire russe. Comment ça vous est venu? Alors ça m'est venu quand on m'avait sollicité en fait pour participer à une anthologie qui était dédiée pour le coup au steampunk, donc ce genre un peu, voilà, pareil, très à la mode. Euh, Sauf que dans le steampunk, souvent, on retrouve comme cadre des villes, mais c'est souvent, très souvent même, Paris ou Londres. Et j'avais envie de quelque chose de totalement différent, d'une ambiance justement qui tranche avec ce qu'on connaît déjà de villes comme Paris. Et une ambiance slave, en tant qu'amateur de littérature russe classique, on va dire, je m'étais dit que c'était un angle intéressant. Et du coup, j'ai vite creusé dans ce sillon. Justement, vous avez parlé de l'Uchronie et de l'esthétique steampunk. Est-ce que ce sont des styles que vous appréciez? Oui, surtout l'Uchronie, en fait, parce que moi, je suis à la base, j'avais fait des études d'histoire. Je pense que parmi les fans d'Uchronie, tout le monde est amateur d'histoire. L'Uchronie, tout simplement, enfin, les romans qui se déroulent dans un cadre uchronique. C'est des romans où on suit le cadre et celui de notre histoire à nous. Sauf qu'à un moment, dans le temps, la timeline, on va dire, a divergé. Par exemple, je sais pas, tout simplement Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique ou les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. Et moi, ce côté «et si», ça a toujours quelque chose de fascinant pour moi qui me donne vraiment, qui ouvre en fait les portes de l'imagination en grand. Et, heu, et voilà pourquoi j'avoue que j'adore ce genre. L'univers de Célestopol n'est pas sans rappeler aussi celui de Jules Verne. Est-ce qu'on peut considérer Jules Verne déjà comme l'un des pères de la science-fiction moderne et aussi une de vos sources d'inspiration? Oui, alors très clairement, je pense que Jules Verne, c'est le grand-père de la SF, surtout en France. Enfin, ces romans ont fait rêver des générations et font encore rêver. Et c'est vrai que moi, j'aime bien cette esthétique, justement. Peut-être plus l'esthétique à l'ancienne, Jules Verne, que le steampunk tel qu'il est devenu. Et voilà, c'est vrai que moi, c'est un des grands noms. Et d'ailleurs, je fais écho à Jules Verne dans Sélestopol, puisqu'un des moyens de locomotion pour se rendre sur la Lune, c'est toujours des espèces d'obus géants, comme à l'époque de la Terre à la Lune. Donc c'était mon clin d'œil perso. Est-ce que vous pensez que la science-fiction française est aujourd'hui reconnue à sa juste valeur? Ah, que ce soit la science-fiction ou la fantasy, c'est un débat délicat parce qu'en général, quand les auteurs ont un certain succès en SF, je pense par exemple à Alain Damasio, qui est maintenant très connu et qui a un peu bousculé et dépassé le cadre strict des amateurs de science-fiction. Souvent, enfin, les éditeurs ont tendance après à sortir l'auteur d'une collection SF pour en faire quelque chose de plus général, de plus littérature blanche, on va dire. Et du coup, forcément, si à chaque fois qu'il y a un succès, on l'écarte de la SF, ça permet pas au genre lui-même comment dire, de gagner en popularité, je pense. Donc c'est un peu dommage. Il manque encore plusieurs locomotives qu'on laisserait s'installer dans un cadre SF. Célestopol 1922, donc la suite du recueil paru en 2017, nous fait encore plus voyager vers les étoiles, mais cette fois-ci dans les années folles. Est-ce que ce cadre, c'est important pour vous de le mettre en avant aussi, les années folles? Oui, alors c'est quelque chose que j'aimais bien, cette libération, voilà, cette explosion en fait après la Première Guerre mondiale. Sauf que dans le cadre de Sélestopol, justement, côté Uchronie, il y a pas eu de première. C'est un univers où il n'y a pas eu de Première Guerre mondiale, ce qui n'empêche pas les conflits, que ce soit armés, sociaux, etc. Et c'est une époque où beaucoup de choses bougent dans les mœurs, justement aussi au niveau sociétal, et j'avais envie de me servir de l'Uchronie pour explorer ça aussi sur un plan, enfin faire des parallèles avec notre histoire, etc. Donc oui, c'était une période qui me plaît beaucoup. Vous avez parlé des conflits. Est-ce que justement aussi dans l'espace, l'homme se bat? Ah oui, ça, le problème, c'est que justement, hein, je pense qu'une une des caractéristiques de Sélestopol, c'est qu'en fait, on a beau essayer de s'échapper en fait de sa condition humaine, quitte à partir s'installer sur la Lune, en fait, la nature humaine fait que on est toujours rattrapé par que ce soit
justement les regrets, les envies et justement le conflit aussi qui peut malheureusement atteindre aussi les étoiles. Aujourd'hui, quand on parle de science-fiction, on pense à Star Wars ou encore Avatar. Est-ce que vous pouvez nous donner vos recommandations science-fiction françaises? Ah, faut se dire qu'il y a la science-fiction française. En SF pur, hein, il y a quand même. J'avais beaucoup aimé le premier roman d'Émilie Kerbellec chez Albin Michel Imaginaire. Évidemment, le titre m'échappe. Mais en tout cas, c'est une des autrices récentes à surveiller, comme Floriane Soulas aussi, qui a publié Les Naufragés de Lama en 2020-21, je crois, chez Scrinéo. Donc il y a de nouvelles voix très intéressantes, et puis des grands classiques comme Laurent Jeunefort, etc., qui sont toujours là dans le paysage. Vous êtes aussi un grand amateur de fantasy, vous avez même écrit des ouvrages dans ce style. Mais alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'est-ce que c'est la fantasy? Ah, la fantaisie. Alors là, le problème, c'est qu'il y a des débats qui sont toujours pas éteints, on va dire, ou conclus à ce niveau. Ah ben, clairement, la fantaisie, pour faire très court, ce sont des univers je vais parler d'adaptations qu'on a déjà vues, récentes. Ben, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, La Roue du Temps récemment sur Amazon, ou je sais pas, Lockwood & Co qui vient d'arriver sur Netflix, ce genre de série avec des univers où la magie a une place prépondérante. Est-ce que la fantasy, même question que pour la science-fiction, c'est un genre qui mériterait d'être encore plus mis en avant aujourd'hui selon vous? Bah, disons qu'en fait, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'œuvres, souvent à la frange, à la marge, un peu à la croisée des genres, qui justement mériteraient peut-être qu'on se penche dessus. Alors que c'est vrai que ce soit les éditeurs ou même dans les adaptations, on privilégie les énormes succès de librairies qui parfois se ressemblent un peu. C'est souvent de la fantaisie, quand si on rentrait un peu dans les sous-genres, c'est souvent de la fantaisie épique, avec des récits voilà, où le monde entier est en danger, etc. Donc oui, c'est sûr qu'il y aurait d'autres facettes du genre à explorer ou à exploiter. Donc j'espère que ça viendra avec justement la popularisation du genre. Dans Célestopol, l'homme vit sur la Lune. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être possible et qui dépassera du coup la science-fiction? Ah, je pense qu'on y viendra un jour, hein, si on n'a pas détruit notre pauvre Terre avant. Oui, moi je pense que c'est une étape, ne serait-ce que justement par appât du gain, avec toutes les ressources minières à exploiter du sol lunaire. Rien que pour ça, malheureusement, je pense que on ira un jour. Du coup, la science-fiction, même l'Uchronie, ça serait pas tout simplement de l'anticipation? Oui, bah c'est vrai qu'il y a une part de ça, et puis l'anticipation en fait parfois c'est un terme qu'on utilise pour ne pas faire peur aux gens qui reculent quand on dit science-fiction. Anticipation, ça fait plus sérieux, ça fait plus intellectuel. Mais oui, c'est vrai qu'on peut tout à fait utiliser ce terme. La science-fiction, c'est un genre qui fait encore peur à un certain public aujourd'hui? Ben, on a l'impression que non, parce qu'à chaque génération, on se dit qu'il y a de nouvelles adaptations, de nouveaux lecteurs qui arrivent, et qui vont pas, et que du coup, eux, ils ont apprécié la science-fiction jeune, donc même en grandissant, ils vont continuer à l'apprécier. Euh, Globalement, ça se vérifie, mais c'est vrai qu'on est encore parfois sujet à des caricatures, donc c'est toujours un peu dommage, mais je pense qu'avec le temps, là aussi, tout évolue. Est-ce que ce public qui a grandi jeune avec les films Star Wars, par exemple, dans les années 70, aujourd'hui, c'est un public qui va devenir de plus en plus important et qui va faire prendre part à la science-fiction dans l'univers littéraire? Oh, on peut l'espérer, même les gens qui ont maintenant grandi avec Le Seigneur des Anneaux ou les Harry Potter, on imagine que voilà, ils vont arriver à des postes à responsabilité, par exemple dans l'édition, donc tout bouge, hein, c'est une nouvelle génération qui s'installe, donc on les voit arriver. Pour finir, si vous deviez retenir qu'une seule œuvre de science-fiction et une seule œuvre de fantasy, lesquelles ce seraient? Ah, c'est difficile. Une seule œuvre de science-fiction, on va l'inclure dedans, je vais dire quand même De la Terre à la Lune, pour l'importance que ça a eu sur beaucoup de monde, y compris moi. Et en fantasy, je dirais une seule. Ah, c'est vraiment trop difficile. Une seule. Je dirais Terre-Mère d'Ursula Le Guin, du coup, pour essayer de ne pas dire Le Seigneur des Anneaux, et parce que c'est un très beau roman d'initiation. Merci Emmanuel Chastelière d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes écrivain et auteur de la série de science-fiction Célestopol. Pour plus d'informations, rendez-vous sur votre site ou sur la page Facebook de Célestopol. Cet enregistrement a été rendu possible grâce au soutien du restaurant Le Sormani. Et vous pouvez réécouter ou revoir cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.